Excellence, bonjour et merci de nous recevoir. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à la veille du 14 juillet, votre fête nationale. Félicitations tout d'abord. Et la crise économique mondiale qui n'épargne pas la France, la récession, la courbe du chômage et qui n'arrête pas de grimper depuis 2 ans en France. Et Excellence, dans toute cette situation, est-ce que la France a aujourd'hui le cœur à la fête? C'est vrai que la situation économique n'est pas facile en France, elle n'est pas facile en Europe d'une façon générale. Comme vous l'avez dit, on a le chômage qui augmente, les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes d'entreprises qui ferment. Donc c'est vrai que la situation en ce moment n'est pas très bonne. Mais en même temps, je dirais que c'est justement dans ces moments-là que la population a aussi besoin de se retrouver et puis de communier, je dirais, dans ce qui fait le tissu du pays, le tissu de la France. Et donc le 14 juillet, la fête nationale, c'est un moment de célébrer ce vivre ensemble, et puis aussi de montrer qu'on va réussir tous ensemble à dépasser ces difficultés. Malgré le déficit, on parle de 78 à 80 milliards d'euros de déficit, c'est abyssal, Excellence. Oui, non, c'est vrai que, comme je disais, la situation est difficile. Comme en Europe, on a un problème de manque de croissance. Et donc, quand il n'y a pas de croissance, il y a moins de rentrées fiscales, le budget de l'État a moins de rentrées. Et en même temps, il a besoin de plus de dépenses dans le domaine social pour indemniser le chômage, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un gros effort qui est fait et que le gouvernement français est en train de faire pour réduire le déficit budgétaire, pour arriver à l'équilibre dans quelques années. Donc on a quelques années difficiles devant nous, mais je vous dis, il faut quand même se retrouver de temps en temps dans des moments plus heureux. Et puis en France, le 14 juillet, c'est aussi un peu le début des vacances, et donc c'est un moment où les gens reprennent des forces. L'insécurité, la lutte contre le terrorisme précisément est devenue depuis quelques années dans les relations entre la France et le Niger. Vous faites pratiquement un focus sur cette question sécuritaire. Est-ce que cela n'est pas en train de se faire au détriment d'autres volets de la coopération tout aussi nécessaires? Je ne crois pas. C'est exact que la lutte commune contre le terrorisme, pour la sécurité, c'est une priorité pour l'ensemble des pays de la région et de leurs partenaires, l'Europe, les États-Unis, d'autres partenaires. Je crois que c'est important parce que c'est un peu une condition de tout le reste. La première condition pour que les pays puissent poursuivre leur développement, c'est d'abord la sécurité, c'est l'unité du pays. Et comme vous le savez, si jamais la situation s'était envenimée encore plus au Mali et avait remis en cause même la survie du pays, ça aurait ensuite eu des conséquences sur le Niger. Et donc je crois qu'il ne s'agit pas de dire qu'on ne s'occupe que de ça, mais c'est une priorité parce que c'est la condition de tout le reste. Mais il est clair que la France n'oublie pas tous les autres domaines dans lesquels elle mène une coopération très étroite avec Cela n'a entamé en rien les autres volets, comme vous dites. Non, et je dirais au contraire, puisque dans les 2 dernières années, on a à la fois cette coopération en matière de sécurité qui s'est accrue, mais la coopération dans les domaines sociaux, économiques a aussi beaucoup augmenté. Donc c'est vraiment, les deux choses vont de pair. Et comme le dit d'ailleurs le président Issoufou, comme nous le disons aussi, la sécurité et le développement, c'est vraiment 2 éléments qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Il n'y a pas de sécurité durable sans développement. La cause réelle, les sources réelles de l'insécurité, c'est le manque de développement, c'est la pauvreté. Et en même temps, il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Donc c'est vraiment les deux volets qu'il faut suivre ensemble. Oui, Excellence, la promptitude de la réaction française au lendemain des attentats d'Agadez et d'Arlit, cela suscite beaucoup de commentaires ici au Niger. On se demande, la France s'est-elle engagée dans cette partie selon ses intérêts, en fonction de ses intérêts, ou bien en accord avec le Niger ou à la demande des autorités nigériennes? Alors, comment cela s'est fait? D'abord, je profite de votre question pour renouveler toute notre
soutien, toute notre sympathie au peuple nigérien et en particulier aux forces de défense nigériennes qui ont souffert beaucoup de victimes, notamment avec l'attentat d'Agadez, aussi l'attentat d'Arlit contre les installations de la Somaïr. Je dirais que, alors si vous faites référence à l'intervention à Agadez, donc à la demande des autorités nigériennes, c'est vrai qu'un certain nombre de militaires français sont intervenus dans la caserne où avait eu lieu l'attaque, à la demande bien sûr des autorités nigériennes, pour venir en soutien à leurs camarades nigériens, puisque pendant les premières heures de cette attaque, évidemment, il y avait le risque que l'attaque se prolonge et que le bilan soit encore plus lourd, puisqu'il y avait des centaines de soldats qui travaillaient, qui vivaient dans cette caserne. Donc il s'est agi d'une intervention très, très ponctuelle à la demande des autorités nigériennes pour, je dirais, accélérer la résolution de cette affaire qui s'est conclue quelques heures après. Mais plus globalement, il y a depuis des années, mais c'est vrai peut-être encore plus depuis quelques mois, une coopération entre les forces de défense françaises et les forces de défense nigériennes qui travaillent ensemble pour justement asseoir la sécurité, la stabilité du pays, parce que c'est notre, vous parliez d'intérêt, c'est notre intérêt commun que le Niger et le Sahel en général soient un espace de sécurité, de stabilité. C'est évidemment l'intérêt des populations, mais c'est aussi la sécurité du Sahel, c'est aussi la sécurité de la Méditerranée et de l'Europe. Et c'est pour ça que la communauté internationale, depuis un peu plus d'un an, et tout particulièrement dans les derniers mois, s'est vraiment mobilisée et continue à se mobiliser, parce que le travail n'est pas terminé pour la sécurité de toute cette région saharo-sahélienne. Mais travailler ensemble, même si on sait qu'à des moments où les deux pays, le Niger et la France, n'ont pas le même point de vue. Par rapport au Mali, par exemple, précisément au MNLA, on sait que le point de vue de la France est qu'on ne touche pas, pour parler simple, au MNLA, qui était dans la région de Kidal. Et que le président Issoufou, ici au Niger, demande qu'il y ait une attaque, formellement dit, une attaque contre le MNLA. Il faudrait vraiment que le MNLA parte pour qu'il y ait un processus de paix véritable. Est-ce que vous avez réussi à accorder vos violons? Je crois que la réalité des positions était pas tout à fait, si je puis me permettre, celle que vous décrivez. D'abord, d'une façon générale, je dois dire que depuis le début de cette dernière crise malienne, c'est-à-dire depuis début 2012, donc ça fait un an et demi, il y a vraiment eu une grande communauté d'analyse et de vision entre la France et le Niger, et tout particulièrement dans la dernière année entre le président Hollande et le président Issoufou. Et je dois dire que le président Hollande et les autorités françaises en général ont accordé beaucoup d'attention à ce que disaient les autorités nigériennes, le président Issoufou, parce que nous savons que vous êtes directement intéressés, évidemment, et puis parce que le Niger est vraiment le voisin du Mali en général, mais particulièrement le voisin du Nord Mali, et donc a une connaissance, une expertise sur cette région qui a été très, très précieuse. Donc tout au long de cette période, il y a eu une grande communauté de vues sur les choses essentielles, c'est-à-dire sur le fait qu'il fallait que la communauté internationale fasse quelque chose pour faire cesser la situation qui existait au Mali, en particulier à partir du moment où les groupes armés ont pris le contrôle de tout le nord du Mali. Il y avait une analyse commune sur le fait que c'était vraiment un danger, non seulement pour le Mali, mais pour toute la région et au-delà, comme je le disais, pour l'Europe, et qu'il faudrait sans doute, malheureusement, en venir à une intervention militaire pour faire cesser cette situation. Et comme vous le savez, c'est pas ce que disaient tous les pays de la région au début, en tout cas. Et donc, de ce point de vue-là, vraiment sur les choses essentielles. Et puis, sur les choses essentielles, c'est aussi les principes de base, c'est-à-dire qu'il fallait restaurer l'intégrité territoriale du Mali, respecter l'indépendance du Mali, respecter la laïcité du régime, revenir à la démocratie. Ça, c'est les élections qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Et même sur le sujet que vous mentionnez, de Kidal, alors,
vous pouvez toujours trouver ponctuellement des perceptions différentes. Mais moi, ce que je vois, c'est que sur cette affaire de Kidal, il y a eu un accord signé entre les groupes armés maliens, dont le MNLA, et puis les autorités maliennes, et que cet accord s'est fait avec l'appui de toute la communauté internationale, de la CEDEAO, donc du Niger, aussi de la France, et que justement parce qu'on était d'accord sur les principes, on a réussi à pousser à cette solution qui respecte exactement les principes que le Niger souhaitait depuis le début, mais aussi que nous souhaitions, c'est-à-dire que l'intégrité du territoire malien, ça veut dire y compris à Kidal. Donc aujourd'hui, au jour où nous parlons, les soldats maliens sont revenus à Kidal. Et dans le cadre de cet accord qui a été signé à Ouagadougou... Les soldats maliens sont à Kidal, mais pas l'administration malienne. Elle est en train de s'installer. Tout ça est très récent, donc ça se fait ces jours-ci. Mais il faut précisément que l'administration s'installe pour que les élections puissent avoir lieu à Kidal, puisqu'il est essentiel que les élections aient lieu à Kidal comme partout ailleurs dans le pays. Donc ça se met en place. Les groupes armés, pour l'instant, sont cantonnés. C'est ce qui ressort de l'accord. Et puis ensuite, le désarmement interviendra après. Mais encore une fois, il est clair qu'il ne doit y avoir qu'une seule armée au Mali, et c'est l'armée nationale malienne, et que ensuite tous les groupes armés ont vocation à être désarmés. Et ensuite, s'ils le souhaitent, à poursuivre je dirais, des actions politiques dans le cadre de la démocratie malienne. Donc je crois vraiment on est tout à fait en ligne, et comme vous le disiez, nos violons sont tout à fait accordés sur cette affaire. Un autre sujet qui fait grincer les dents, si je puis me permettre, hein, c'est la question de l'exploitation de l'uranium par la société Areva. Les Nigériens et les autorités nigériennes en tête d'ailleurs ne sont pas contents de l'apport de l'uranium dans l'économie nationale, et ce malgré des décennies d'exploitation. Est-ce qu'au niveau d'Areva et au niveau de la France, ce cri-là a été entendu et compris surtout? C'est exact que, bon, Areva, les sociétés minières auxquelles Areva participe, c'est un sujet toujours sensible ici. Et puis je pense qu'il y a une dimension aussi parce que c'est l'uranium, c'est un peu mystérieux, et donc c'est évident que c'est un sujet important. C'est évident aussi qu'il y a, comme il est normal, des négociations commerciales entre partenaires. Et dans ces sociétés minières, il y a d'un côté Areva qui est actionnaire majoritaire, puis il y a de l'autre côté l'État du Niger. Il y a des discussions, il y a des sujets importants qui doivent être discutés chaque année sur le prix de l'uranium, sur les conditions dans lesquelles chaque actionnaire achète une partie de l'uranium pour ensuite le revendre. Il y a des conventions minières qui vont devoir être rediscutées sur la Somaïr, la Cominac. Donc ce sont des enjeux commerciaux importants, et c'est normal que dans une négociation commerciale, il y ait des désaccords. Ce qui est important là aussi, c'est que de tous les côtés, c'est-à-dire du côté de l'État du Niger, du côté d'Areva, et du côté de la France, qui est l'actionnaire principal d'Areva, tout le monde souhaite que ce partenariat entre le Niger et Areva se poursuive, et qu'il se poursuive au bénéfice de tout le monde. Moi, ce que je vois, c'est, parce qu'on lit beaucoup de choses qui parfois sont exactes, mais pas tout le temps, sur ces affaires, et on lit des choses contradictoires d'ailleurs. Pardonnez-moi, justement sur ces affaires, qu'est-ce qui a changé depuis lors? Je voulais simplement vous citer un chiffre qui concerne 2012, donc la dernière année qui est terminée. Si on regarde justement concrètement ce qu'a rapporté l'exploitation de l'uranium aux uns et aux autres, en 2012, l'exploitation de l'uranium a rapporté à peu près 120 millions d'euros au Niger. Alors ça comprend tout, les dividendes, les impôts, les taxes, etc., la partie de l'uranium qui revient au Niger, et ça a rapporté à peu près 40 millions à Areva en tant qu'actionnaire et opérateur. Donc je crois que c'est important, et ça c'était le fruit d'une négociation qui était encore une fois normale. Mais je crois que c'est important parce que, alors là je parle de 2012, je ne remonte pas aux années 60-70 où les circonstances étaient différentes, et il y a eu des années où sans doute l'équilibre a été différent. Mais là, ça veut dire que sur
cette somme globale qui est à partager, qui est le bénéfice de l'exploitation de l'uranium, c'est le Niger, et c'est tout à fait normal. C'est le Niger qui a eu la part la plus importante. Alors ensuite, ce qui sera important, bien sûr, c'est que la part en elle-même, le gâteau à partager augmente, et ça c'est tout l'enjeu de la mine d'Imouraren qui va démarrer dans les prochaines années, 2015, et qui, 2015, c'est la date qui est convenue par les deux parties, et qui permettra de doubler la production de l'uranium, et qui donc, logiquement, alors après ça dépendra évidemment de l'évolution du cours de l'uranium et d'autres facteurs, mais globalement ça doublera ces sommes dont je parlais, c'est ça qui est important, en plus évidemment du développement d'autres ressources pour le Niger, parce que l'uranium, c'est important, nous y sommes évidemment très, très attachés, mais l'uranium à lui seul ne peut pas suffire au développement et au financement de toutes les actions. Donc il y a le pétrole qui se développe beaucoup, et il faut espérer que dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, mais dans tous les autres secteurs économiques, les sources de revenus se multiplient pour le pays, et c'est aussi à ça que l'on travaille. Et sur Areva, justement, nous allons rebondir sur les otages français qui ont été capturés. Et nous avons appris d'ailleurs que tous ces otages sont en vie. Et la France est en négociation, mais pas le Niger. Alors que c'est au Niger que le rapt a eu lieu. La France est en train de faire cavalier seul, visiblement, Excellence. Sur ce sujet qui est très, très douloureux, parce que, comme vous l'avez signalé, ça fait maintenant plus de 1000 jours que nos 4 compatriotes sont retenus. Donc je dirais que là-dessus, comme vous le savez, nous disons le moins possible de choses publiquement. Mais ce que je veux dire, et je vous remercie de m'en donner l'occasion, c'est que bien sûr nous pensons à nos quatre compatriotes, et que tous les efforts sont faits pour assurer la libération de ces compatriotes, pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Mais comme mes collègues à Paris le disent régulièrement, et aussi d'ailleurs les autorités nigériennes, on rentrera pas dans les détails de cette affaire. Mais en tout cas, ils ne sont oubliés ni à Paris ni à Niamey. Ni à Niamey. Excellence, l'Afrique, dit-on maintenant, c'est l'avenir. Les États-Unis, l'Amérique latine, l'Inde, la Turquie, la Chine et récemment le Japon avec le sommet de l'UTICAD. Sur cette ruée, sur ce rush, vous y voyez quoi? Surtout qu'il s'agit là de votre, pardonnez-moi, mais votre précaré. Hein? Alors, vous ne nous entendrez jamais utiliser cette expression parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que, alors c'est vrai que l'Afrique est un continent qui a un potentiel immense, un potentiel économique, un potentiel humain surtout, avec des taux de croissance dans l'ensemble du continent qui sont très, très forts, et c'est vrai que de plus en plus de pays, alors il y a les partenaires traditionnels pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, et puis il y a des nouveaux partenaires, et notre réaction elle est très simple, elle est de dire que c'est très bien, parce que justement, précisément parce que nous n'avons jamais employé des expressions de possession, je dirais, et on n'a jamais dit que nous devions être les seuls à travailler, à coopérer avec l'Afrique. Donc plus il y a de partenaires, bien sûr des partenaires qui veulent vraiment coopérer, qui veulent vraiment participer à cette croissance. La France, qui est le premier partenaire du Niger, ne s'en inquiète pas. Non, on ne s'en inquiète pas. Au contraire, on s'inquiéterait si on était les seuls à s'intéresser à l'Afrique. Et alors c'est vrai que nous avons un lien sentimental, historique particulier, en particulier avec les pays d'Afrique francophone. Mais je dirais c'est à la fois une motivation pour nous pour continuer à travailler avec l'Afrique. C'est une motivation aussi pour peut-être moderniser notre vision du partenariat. Et je crois que c'est ce que le président Hollande fait depuis plus d'un an. Et puis vraiment, alors, déjà je dirais, par définition, nous travaillons avec d'autres parce que nous agissons à titre
bilatérale, mais nous agissons aussi au travers de l'Union européenne, nous agissons au travers de tous les programmes des Nations Unies que nous finançons, et puis tous les autres partenaires qui viennent des autres continents. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, et la France a tout sauf la prétention de vouloir faire les choses toute seule. Donc on souhaite continuer à être là, et d'ailleurs on travaille souvent avec d'autres pays en partenariat un peu triangulaire. Je veux dire, vous citiez Areva, il y a maintenant des entreprises chinoises qui participent au capital d'Areva et d'Imoaren, par exemple. Donc je crois que c'est la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est la mondialisation. Alors elle a des côtés négatifs, elle a des côtés positifs, mais il faut que tous les pays, et chaque pays, chaque région apporte son savoir-faire. Il y a des pays qui aujourd'hui ont des capacités financières qui sont plus fortes que celles de la France ou de l'Europe, et c'est très bien. Et puis il y a des pays qui ont des traditions, des compétences. Je parlais de la Chine, c'est vrai que si elle a des ambitions importantes ici, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, si tout le monde participe dans le souci réel de coopération, d'égal à égal, eh bien ça sera pour le bénéfice des pays africains, à commencer par le Niger. Et encore une fois, je veux dire, on trouve ça le Niger, ça justement, qui il y a 3 ans, a organisé des élections libres, transparentes, reconnues par la communauté internationale. Mais concrètement, est-ce que cela a engendré l'augmentation du volume d'appui de la France, par exemple, au Niger? Oui, tout à fait. On parlait des chiffres tout à l'heure. Donc je disais que l'aide a beaucoup augmenté, et en particulier depuis 2 ans, depuis le retour du Niger à la démocratie, depuis l'arrivée au pouvoir du président Issoufou. Si on prend les grands secteurs auxquels nous consacrons beaucoup d'efforts, l'éducation, la santé, l'agriculture, donc ça, c'est les actions qui sont menées notamment par l'Agence française de développement. Et on peut dire que, grosso modo, en 2 ans, l'Agence française de développement a doublé ses interventions au Niger. Elle est passée de 15-20 millions d'euros par an à 30-40 millions. Et puis un autre exemple, sans vouloir donner trop de chiffres, mais l'aide budgétaire. En 2012, la France a accordé une aide budgétaire de 50 millions d'euros au Niger, alors que les années précédentes, c'était parfois 5 millions, parfois 10 millions. Et ceci, évidemment, n'est possible que parce qu'il y a un régime démocratique au Niger, et parce que nous souhaitons contribuer à cet effort de développement, de réforme qui existe dans le pays. Vous savez qu'il y a eu l'année dernière une table ronde à Paris avec tous les partenaires internationaux du Niger pour apporter leur contribution au financement du plan de développement économique et social. Et la France avait annoncé à cette occasion-là qu'elle consacrerait au moins, parce qu'il y aura des aides supplémentaires, mais au moins 200 millions d'euros pour financer ce plan. Et donc ça, c'est vraiment la réponse à votre question. Tout ça, évidemment, n'est possible que quand nous sommes en accord avec le respect enfin, nous considérons que le pays respecte les valeurs démocratiques, ce qui est le cas du Niger. L'avenir de cette coopération bilatérale, vous l'envisagez comment? Je l'envisage sur cette même lancée, c'est-à-dire qu'il faut continuer l'effort, parce que les défis sont très importants en matière de développement agricole, en matière sociale, compte tenu aussi de l'augmentation très forte de la population. Ça veut dire que les besoins sociaux augmentent aussi très rapidement. Donc l'avenir, les prochaines années, d'ailleurs nous allons signer, nos ministres des Affaires étrangères vont signer dans quelques semaines un nouveau document qu'on appelle un document cadre de partenariat, qui fixe un peu les grandes lignes de la coopération pour les années 2013-2016. Et l'idée, c'est bien ça, c'est continuer l'effort sur les grands secteurs sociaux, la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé, aussi l'appui à ce qu'on appelle la bonne gouvernance, l'appui à la démocratie.
Et puis bien sûr, j'y reviens, l'appui à la sécurité, parce que certes, les choses vont mieux au Mali. Je crois que la catastrophe ou les scénarios les plus négatifs ont été évités. Mais il y a toujours un enjeu de sécurité dans la région. On l'a vu avec les attentats du 23 mai, on le voit avec la situation au Nigeria. Donc je crois que pour l'ensemble des partenaires du Niger et de la région, l'aspect de la sécurité continuera à être important. La promptitude de la réaction française suite aux événements du 23 mai, que vous rappelez tout de suite. Et certains médias disent que la France est en train peut-être de préparer le Niger à une installation future d'une base militaire française au Niger. Oui, ça fait partie aussi des choses qu'on lit régulièrement dans la presse, mais ce n'est pas du tout le cas. La France n'a aucune intention, aucun projet d'établir une base militaire ici, comme nous en avons quelques-unes encore en Afrique, à Djibouti, au Gabon, mais c'est pas du tout c'est ni notre intention, c'est ni notre souhait, c'est pas non plus la demande des autorités nigériennes. Donc la demande vient d'Areva, dit-on. Non. Alors là, je parle d'une base militaire française, comme on le lit parfois dans la presse, et comme il en existe, comme il en dans certains pays, mais on n'a aucune intention de développer ça. En revanche, ce qui existe et ce dont je parlais, c'est une coopération ponctuelle, une coopération militaire entre la France et le Niger, à la demande du Niger, et aussi parce que, comme je le disais, cet impératif de sécurité régionale, ce souci de sécurité régionale, nous le partageons, et qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, parce que la menace est internationale, donc il faut qu'il y ait une coopération internationale. Donc c'est pour ça que le Niger coopère avec d'autres pays, mais ce n'est pas du tout dans l'intention d'établir une base permanente, comme on le lit parfois. Mais en revanche, s'entraider, ça c'est vrai, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le 14 juillet, donc des soldats nigériens défileront aux côtés des soldats français à Paris pour le grand défilé du 14 juillet, aussi aux côtés des Maliens et de tous les autres contingents africains qui ont participé à l'action au Mali. Donc ça, la réalité, c'est ça, c'est de travailler ensemble, de coopérer pour la sécurité, parce que c'est notre intérêt commun. Et évidemment, en parfaite concertation avec les autorités nigériennes. Pour venir à la résidence chez vous pour l'entretien, Excellence, on a dû traverser un important dispositif de sécurité mis en place par les autorités nigériennes au lendemain justement de ces attentats. Sont-ils satisfaisants pour vous d'abord et pour la communauté française ici? Ce sont des dispositifs qui ont été mis en place dans un certain nombre d'endroits à Niamey, auprès des installations officielles, des ministères, de la présidence et puis des ambassades. Je crois qu'on préférerait tous avoir des rues où on peut circuler sans problème et dans l'insouciance. Malheureusement, ça fait partie de la vie quotidienne dans beaucoup de pays. Le Niger en était préservé jusqu'à ces derniers mois, mais la France, par exemple, qui a connu des attentats terroristes depuis les années 80, est habituée, je dirais, dans certains endroits, à des contrôles, à des restrictions de circulation. Les Français sont habitués, quand ils entrent dans certains bâtiments publics, à être fouillés. On est habitué maintenant, quand on prend l'avion partout dans le monde, à être fouillé, beaucoup plus qu'on ne l'était il y a 20 ans. C'est malheureusement la conséquence de la menace, du type de menace qui pèse sur nous. Et je dirais que c'est une chose à laquelle il faut s'habituer. L'important, c'est évidemment de prévenir. Il vaut, comme on dit, mieux prévenir que guérir. Donc voilà, ce sont des petits désagréments de la vie quotidienne, mais qu'il faut accepter, parce que je crois que c'est nécessaire pour la sécurité de tous. Son Excellence est en sécurité au Niger, hein? Alors, oui,
on est en sécurité, mais on sait aussi que c'est un travail qu'il faut poursuivre, qu'il faut, je dirais, sécuriser justement parce que la menace existe toujours et donc il faut prendre des mesures de précaution et c'est ce que les autorités font. Et pour finir, Excellence, on va revenir à une actualité toute récente. Hein. C'est au Sénégal que ça s'est passé et c'est, si vous me permettez, l'acte courageux d'une jeune femme. Hein. Elle s'appelle Bousso Dramé, une jeune Sénégalaise, hein, lauréate du concours d'orthographe 2013, qui renonce au visa pour la France. Elle explique avoir été victime de propos discourtois, vexatoires hein, de la part des agents du consulat de France dans son pays. Qu'en pensez-vous? Parce qu'au Niger aussi, il y a des gens qui s'en plaignent. Alors sur cette affaire précise, j'ai effectivement vu cela dans la presse. Alors sur les détails concernant cette personne, je ne les connais pas parce que je ne suis pas ambassadeur au Sénégal. Je crois que mes collègues ont répondu et je crois qu'ils ont dit que en fait, le visa que cette personne demandait au début avait été accordé et ils ont dit que si jamais il y avait eu des propos malheureux de la part de tel ou tel agent, ils en étaient désolés. Je crois que il faut voir aussi que les agents qui travaillent dans les consulats, dans certains pays où il y a un volume de demandes très important, sont soumis à une pression importante et malheureusement ça peut peut-être arriver, mais encore une fois je ne veux pas me prononcer sur les faits que je ne connais pas. Alors, s'agissant du Niger, là je suis maintenant ici depuis presque 2 ans et à ma connaissance, j'ai jamais reçu, je dirais, de courrier ou de plainte sur la façon dont les gens sont accueillis. Et en tout cas, on a fait un grand effort. Alors, c'est plus facile au Niger qu'au Sénégal parce que le nombre de demandes de visa est moins important. Donc c'est, je dirais, à dimension humaine. Et en tout cas, on a fait et on continue à faire tous les efforts possibles pour que l'accueil, y compris l'accueil physique, que les gens ne fassent pas la queue au soleil, qu'ils soient accueillis de façon la plus confortable possible à l'intérieur des locaux. Donc je crois que globalement ça se passe bien et ensuite là encore notre intention s'agissant du Niger, c'est vraiment de faciliter au maximum les déplacements, que ce soit les hommes d'affaires, des gens qui ont de la famille en France, des étudiants aussi et en fait il y a plus de 90% et certains mois 95% des gens qui demandent un visa ici à Niamey qui obtiennent ce visa et les cas de refus sont vraiment donc très, très rares et c'est vraiment quand il y a un problème dans le dossier. Donc de ce point de vue-là, je dirais que les choses, je crois, se passent bien et si jamais des gens sont mécontents, parce que ça peut toujours arriver, des maladresses peuvent toujours arriver, eh bien qu'ils nous le fassent savoir, mais directement. Et puis comme ça, on essaiera d'arranger les choses. On peut toujours améliorer les choses, mais honnêtement, je pense que les choses se passent assez bien. Votre dernier mot, si vous en avez, Excellence? C'est d'abord de souhaiter à la population du Niger un bon mois de Ramadan, puisqu'il vient de commencer, et puis souhaiter de bonnes choses pour le Niger. La France est vraiment aux côtés du pays pour son effort de développement, de croissance, et donc c'est un effort que nous devons faire tous ensemble, et donc on souhaite beaucoup de réussite, une bonne saison agricole cette année, pour que ensuite le travail puisse continuer, et la sécurité bien sûr et la paix pour le pays. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.